Alors, j'ai commencé par vous présenter votre équipe de ce soir. Oui, tu vas voir, tu vas être content, oui, Cyril. Votre équipe de ce soir, ils sont pas d'accord, mais ils sont prêts à en débattre tout le temps et toujours. Nous avons, Tyrion, alias Maine Coon, qui est expert en génétique féline. Tant qu'il a du bon vin à disposition, il commence toujours ses phrases par «Je bois et je sais des choses». Ensuite, nous avons, Lady Mormon, qui est couette de chat, comme d'habitude. Elle, c'est la rigueur incarnée. Elle ne tolère ni les clones ni les coupes approximatives. Elle ne mesure qu'1,20 m, mais ce n'est que de l'autorité. Gare à ceux qui la contredisent. Et enfin, Rhaenyra, alias moi-même, héritière du trône. Je garde le cap avec humour et fermeté. Et quand je parle de lignée, tout le monde écoute, sauf Tyrion, évidemment. Et parfois le Maine Coon qui est sur la table aussi. Donc ce soir, je suis contente que vous soyez là. On va parler, de l'HCM et vous verrez que c'est quand même assez complexe. Alors je voulais déjà découper en 2 parties. Celui-ci, on fera pas les souffles cardiaques, on le fera la semaine prochaine parce que l'HCM, c'est un petit peu il faut bien comprendre en fait de qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qu'il faut faire et comment, en tant qu'éleveur, on doit traiter ça. Donc vous aurez une première partie sur comprendre comment le cœur fonctionne déjà et son rôle. Ensuite, qu'est-ce que l'HCM? En troisième partie, l'origine génétique et secondaire de la HCM. Ensuite, on aura les formes selon la gravité et l'évolution des maladies. Et pour terminer, les statistiques et l'avenir, puisqu'il y a des médicaments qui sont en cours d'expérimentation qui ont l'air de plutôt fonctionner. On en parlera à la fin du live. Voilà. Je reviens avec vous. Pour l'instant, on est plutôt content, on ne s'est pas fait restreindre. C'est la première fois. 8 minutes, on n'est toujours pas restreint. Moi, je trouve ça fabuleux. Le rôle du cœur, c'est de vivre. Oui, il bat pour vivre, effectivement. Du coup, on est parti. Je vous ai fait un petit manifeste comme d'habitude. On n'est pas très nombreux, c'est pas grave. Enfin, on n'est pas très nombreux, ça va. Mais voilà. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Ça parle de HCM, d'un tueur silencieux que l'on préfère taire, souvent, ou qu'on traite mal. Certains éleveurs, hein, je parle pas de tout le monde, je parle vraiment de certains éleveurs, enfin ceux qui se sentent... Non, je t'ai dit bonsoir Dadou, tu m'as pas entendu, c'est tout. Évidemment que je t'ai vu et j'ai dit bonsoir tout de suite, c'est toi qui n'as pas entendu. Bonsoir la terrienne. On est parti. Là, je vais vous parler de certains éleveurs, ceux qui se sentent concernés, je suis désolée pour eux. Je sais que la plupart d'entre vous se sentiront pas concernés, mais voilà. C'est pour... s'il y a aussi des particuliers qui écoutent, c'est pour que eux sachent ça, parce que c'est très important. Donc on est parti. Certains éleveurs, par ignorance, confort ou stratégie, promettent à leurs adoptants que leurs chatons ne développeront jamais de HCM. Parce que les parents sont testés. Parce qu'une échographie a été faite. Parce que tout va bien dans leur élevage. Et pourtant, la réalité, elle est autre. Rien, je dis bien rien, ne garantit aujourd'hui l'absence totale de HCM chez un Maine Coon, quel qu'il soit. Rien. La vérité, elle est simple et la voici. L'HCM, c'est un tueur silencieux qui est sournois et totalement injuste. Il peut frapper un chat de 6 mois comme un chat de 10 ans. Il peut rester tapi des années et surgir d'un seul coup sans prévenir. Et pendant que certains vendent des illusions, d'autres se réveillent un matin pour trouver leur chat mort sur le sol. D'autres s'endettent pour des traitements à vie. D'autres vivent avec la peur au ventre malgré les papiers, malgré les tests que leur a fournis leur éleveur et malgré toutes les promesses que leur chat ne l'aurait jamais. Quand vous dites que parce que vous avez testé votre chat, le chaton ne l'aura pas, vous mentez et c'est dangereux. Faire croire qu'un test ADN suffit, faire croire qu'une échographie au 1 an du chat est une garantie, faire croire que tout va bien dans votre élevage parce qu'on a coché toutes les cases, c'est mentir par omission. Et ce mensonge, il se propage sur les réseaux. Ce mensonge, il devient viral, il s'ancre dans la tête des gens et il tue. Et pourtant, oui, pourtant, entre 2005 et 2021, grâce au travail de nombreux éleveurs rigoureux et sérieux, la prévalence des porteurs de HCM a chuté de 25%. Et c'est pas rien, 25% de moins.
2005, c'est la date où on a découvert la HCM. Mais ce n'est pas une victoire totale, hein, ce n'est qu'une étape, car la HCM, ce n'est qu'un gène, c'est un spectre multiple. Alors oui, le gène MYBPC3 qu'on teste quand on fait nos tests génétiques, il est connu. Le gène A31P est connu aussi, mais non, ce ne sont pas les seuls gènes. Il y a d'autres mutations qui existent pour la HCM qu'on ne connaît pas et qui peuvent introduire des formes similaires à l'HCM qu'on connaît à l'heure actuelle. Oui, certaines pathologies secondaires, on les verra tout à l'heure, ces pathologies secondaires, peuvent provoquer des HCM. Oui, certains chats génétiquement sains peuvent développer une HCM. Non, aucune lignée, aussi contrôlée soit-elle, n'est à l'abri à 100%. Alors pourquoi? Vous me direz pourquoi on teste? Pas pour garantir l'avenir en fait, on ne teste pas pour garantir l'avenir, on teste pour réduire les risques, pour connaître nos reproducteurs, pour protéger le vivant, pas pour rassurer l'acheteur à tout prix, surtout pas. Et moi, dans tout ça, je suis éleveuse de Maine Coon depuis 15 ans. Mes chats sont testés génétiquement, ils passent des échographies régulièrement. J'ai 5, parfois 6 générations exemptes d'HCM et pourtant, jamais je ne dirai à un adoptant qui vient chez moi, votre chaton ne développera pas la maladie. Je vous dirai, si vous venez acheter chez moi, même si c'est un particulier, faites une échographie à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans. Car même avec toutes les précautions du monde, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Et ceux qui travaillent avec des porteurs de HCM, parce qu'il y en a, travailler avec des chats hétérozygotes HCM, NHCM n'est pas un crime, mais cela demande une transparence absolue, une rigueur génétique renforcée, un suivi échographique onéreux et scrupuleux sur toute la descendance. Or, certains, malgré tout ça, reproduisent en disant que ce sont des porteurs sans le dire. C'est faux. Quand vous êtes porteur hétérozygote de la HCM, le chat a la HCM. Ce n'est pas la SMA, la PKDF, ça n'a rien à voir. Un chat hétérozygote HCM a la HCM. Il peut la développer, il la développera juste plus tard. Ou jamais. C'est tout ce que l'hétérozygotie promet. Alors, quand certains éleveurs s'amusent à jouer avec des porteurs hétérozygotes, c'est plus de la sélection, ça devient de l'inconscience. Et qu'est-ce que nous dit la génétique? La génétique, elle nous dit que le gène A31P est autosomique dominant à pénétrance variable. Donc, ça veut bien dire que l'animal est malade s'il a le gène. Un seul allèle muté suffit. 2 allèles mutés, la gravité est 2 fois pire. Donc oui, certains porteurs vivront longtemps sans signe, mais d'autres développeront la maladie tôt et gravement. Et leur chaton, qui prendra la responsabilité du risque pour ces éleveurs qui travaillent des hétérozygotes? Alors que tous les éleveurs qui nous ont précédés, qui ont essayé d'enrayer la HCM, se sont battus et ont retiré tous les hétérozygotes qu'ils avaient. Alors soyons clairs, travailler avec un porteur n'est envisageable que si l'autre chat reproducteur est un naine pour les inconscients qui veulent faire ça. Que si vous faites une portée de ce style-là, vous ne pourrez garder aucun reproducteur, je dis bien aucun, et que l'on teste toute la descendance en toute transparence. Sinon, c'est jouer avec le feu génétique, c'est relancer la maladie, alors qu'on a mis 15 ans à la baisser de 25% quand même. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bienvenue dans la réalité, celle d'un élevage responsable. Je ne parle pas du mien, je parle de tous les élevages qui font correctement leur travail, celle où la transparence, elle prime sur le marketing, celle où on vous transmet un être vivant, pas une peluche, ni un produit fini. Mon nom, c'est Nine. Ce soir, je vous parle de la maladie qu'on préfère taire, mais que je vais vous murmurer toute la soirée, parce que protéger, c'est dire la vérité, même quand elle dérange. Voilà pour ce soir. Je voulais faire juste un petit rappel qu'un éleveur qui vous dit que parce que ces chats sont négatifs HCM, vos chatons ne l'auront jamais, c'est totalement faux et il faut arrêter de dire des choses comme ça à des particuliers. Et c'est très important de répéter ça, de le rabâcher. De rien. Merci à tous ceux qui travaillent bien, qui le font correctement, qui ont aidé à faire en sorte que la HCM recule. On verra les chiffres à la fin.
Et répéter aussi, voilà, qu'on ne vend pas des peluches, que malgré toute la rigueur que l'on peut avoir, il peut arriver des choses pas très sympathiques. Et que derrière, ben, il y a des adoptants qui souffriront de la mort de leur animal, enfin, surtout du décès précoce de leur animal. Du coup, bienvenue dans ce premier chapitre des lignées de feu. Aujourd'hui, on va parler du cœur. Donc, comme je vous ai expliqué, je l'ai scindé en deux parties. Aujourd'hui, on fera que l'HCM. La semaine prochaine, on verra les souffles cardiaques parce qu'ils sont assez nombreux. Bonsoir Marlène. Alors, le cœur, c'est un moteur fragile qui est fidèle et qui est en même temps invisible, hein, mais parfois, ce feu, il s'emballe ou même il s'éteint. Et ce sont des lignées entières qui portent sans le savoir une braise rougeoyante dans leur poitrine qui est transmise, cachée et silencieuse. C'est ainsi que se sont éteintes des lignées entières, hein, des lignées comme Jarnac dans le monde du Maine Coon, hein, où quand le test a été trouvé, il s'est avéré que plus de la moitié de son élevage était porteur HCM, donc elle a dû arrêter. Donc il faut parler de ces gens-là aussi en 2005, hein, qui ont souffert suite à la découverte de l'HCM et qui ont été hyper rigoureux sur la sélection de leurs repros. Elle s'est éteinte pas par faiblesse, hein, mais par excès. Elle s'est éteinte par excès parce qu'un feu qui était devenu trop intense dans ce cœur continuait de le brûler. Dans les lignées de feu, certaines s'éteignent. On a le chantilly d'Ifani. C'est un chat chocolaté qui a disparu comme une étoile filante, tué par la HCM, toute la lignée. On a le Mexican Earless, c'est une légende aztèque, hein, qui s'est évanouie au fil des années à cause de la HCM. Puis on en a d'autres qui survivent en marge du monde, mais qui deviennent de plus en plus rares. On a le van libre et aquatique, et on a le race qui est noble et inflexible. Tout ça pour vous rappeler que chaque lignée porte son récit, que certaines s'éteignent avant l'heure. D'autres résistent, fiers et dans l'ombre, et ce feu parfois bénin, parfois foudroyant, mais toujours héréditaire. L'objectif ce soir, c'est de comprendre ce qu'est la HCM chez le Maine Coon, sans jargon inutile, mais il y aura quand même un petit peu de jargon technique et je m'en excuse par avance, mais on est obligé de passer par là. Je vais essayer d'être le plus exact possible, mais voilà, je ne suis pas vétérinaire et je ne suis pas non plus ni biologiste ni généticienne, donc je suis un petit peu comme vous. On va essayer de voir tout ça ensemble, gentiment. On va essayer de voir pour qu'en fait le plus grand nombre d'entre vous comprennent ce qu'est la HCM. On n'est qu'au début du live, je commence à avoir la voix qui s'enroufle, ça promet. On est parti pour la première partie, le cœur normal quand les dragons battent des ailes. Donc on va parler du cœur. Le cycle d'un cœur se fait... C'est un battement 4 temps. Chaque battement suit une chorégraphie millimétrée. Elle se répète environ 120 000 fois par jour. Je reviens avec vous pour voir si je ne me fais pas encore embêter. Donc ce cœur bat 120 000 fois par jour. On a d'abord le remplissage des oreillettes, hein, le sang qui revient vers le cœur. Les oreillettes se remplissent, le sang est pauvre en oxygène à ce moment-là. Il arrive par les veines caves dans les oreillettes droites. Le sang qui est riche en oxygène qui arrive des poumons, il arrive par l'oreillette gauche. Les oreillettes, c'est comme des sentinelles du sang, hein. Elles veillent à ce que chaque goutte revienne à la bonne porte en fait, hein. Hop, je vous mets vite fait un cœur, évidemment. Ensuite, vous avez la contraction des oreillettes, c'est ce qu'on va appeler la systole auriculaire. Les oreillettes, elles se contractent, le sang va passer dans les ventricules via en fait la valve tricuspide et la valve mitrale. Hop, et le sang va arriver dans les deux ventricules. Dans les deux ventricules. Ok ? C'est ce qu'on pourrait appeler l'allumage. Les dragons étirent leurs ailes, ils vont bientôt s'envoler, hein. Ensuite, on a la contraction des ventricules, c'est la systole ventriculaire. Les ventricules se contractent puissamment et le ventricule droit va expulser le sang dans les poumons, c'est par l'artère pulmonaire pour oxygéner le sang. Le ventricule gauche, lui, qui est beaucoup plus musclé, va propulser le sang dans tout le corps via l'aorte. Ça, c'est important parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Donc, le ventricule gauche est beaucoup plus musclé que le ventricule droit.
Les valves vont se refermer, la mitrale et la tricuspide, pardon, pour éviter les reflux à l'intérieur des oreillettes, comme les portes d'un château, en fait, hein, d'un château fort. Et ensuite, le cœur va se mettre au repos. C'est ce qu'on appelle la diastole, pardon. Tout se relâche, les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires vont se fermer, les ventricules se remplissent à nouveau, le cœur se recharge et le feu se calme avant de recommencer un nouveau battement. Je vous ai fait un petit résumé, ça vous retrouverez dans le PDF. Et je m'arrête là pour le fonctionnement du cœur. On le reverra en plus la semaine prochaine. Et la HCM, c'est quoi? C'est un cœur trop fort pour battre. C'est comme un muscle en fait qui perd. Je fais une vilaine faute, j'avais pas vu. Qui perd en souplesse. Personne l'a vu. On part sur la HCM. Ça va pour le cœur? Après, je pense que tout le monde sait comment un cœur fonctionne. C'est bon? Ok, nickel. On part sur la HCM. Avec une définition simple de la HCM. La HCM, c'est une maladie cardiaque génétique qui est la plus fréquente chez le Maine Coon, en fait, hein. Elle se manifeste par un épaississement anormal du muscle cardiaque, ce qui gêne le bon fonctionnement du cœur. Donc là, vous avez un cœur sain, ici. Donc vous voyez bien les parois, en fait, comment elles sont. Et là, un cœur atteint de HCM. Donc vous voyez que la paroi est épaissie ici et là. C'est bon pour vous? Là, je vous l'ai fait. J'ai récupéré ça chez un veto parce que je pense que vous voyez mieux comme ça. C'est beaucoup, enfin, c'est un petit peu, enfin, non, vous verrez. Oui, il y aura des coupes de cœur tout à l'heure, des vrais cœurs, hein, des coupes de nécropsie, pendant une nécropsie, pardon. Et bon, si je vous le dirai avant pour les âmes sensibles, hein, quand même. Alors, l'HCM, c'est une cardiomyopathie hypertrophique, donc maladie du cœur chez le chat, ou le muscle cardiaque, le myocarde s'épaissit particulièrement dans le ventricule gauche. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de retenir le gauche. Oui, Burke. Mais bon, c'est comme ça, on doit y passer. Cela réduit l'espace donc pour le sang dans le ventricule, ça complique la fonction de pompage du cœur. L'HCM, c'est la maladie cardiaque génétique donc la plus fréquente chez le Maine Coon. Alors pourquoi le ventricule gauche est plus exposé à l'HCM? Vous l'aurez bien compris, c'est parce qu'il doit envoyer le sang beaucoup plus loin, donc il est beaucoup plus musclé. Il travaille plus en fait, c'est lui qui doit créer une vraie pression pour pousser le sang jusqu'au bout des pattes. Il est beaucoup plus musclé, plus sollicité, donc il est plus vulnérable aux hypertrophies en fait au final. Donc c'est pour ça que c'est souvent du côté gauche que ça se passe, hein. Dans l'HCM, donc le ventricule gauche va devenir beaucoup plus épais. Ça va rétrécir la cavité du ventricule, hein, comme vous pouvez voir ici, hein, par rapport au cœur normal. Il perd de sa souplesse, il va mal se contracter, il va mal se remplir et à la longue, il va se fatiguer et il arrivera à s'arrêter. Ce qui se passe dans le corps. Le cœur va s'épaissir, se durcir, il bat plus fort mais moins efficacement. Le cœur va s'essouffler, s'épuiser. Les conséquences possibles qu'on verra dans les prochains chapitres, hein, ça va être une insuffisance cardiaque progressive, un risque d'embolie, une mort subite, même chez un jeune chat qui est apparemment plutôt en forme. Les symptômes visibles sont souvent absents jusqu'à un stade avancé. C'est pour ça que c'est un tueur silencieux, la HCM, hein, ça se voit pas toujours. Et quand ça se voit, c'est que c'est déjà limite trop tard. Alors les symptômes, vous pouvez voir des fatigues inhabituelles, de l'essoufflement, des pertes d'appétit et des paralysies soudaines, surtout au niveau des pattes arrière, hein. Alors quand vous avez des paralysies, ah ben voilà, c'est ce que je disais. Donc on repart. Fatigue inhabituelle, essoufflement, perte d'appétit, paralysie soudaine des pattes arrière. Le jour où vous avez une paralysie soudaine des pattes arrière, c'est une urgence vitale. Vous prenez votre chat, vous allez chez le vétérinaire en courant.
Et s'il vous plaît, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Mon chat ne marche plus, je ne comprends pas. Que dois-je faire? Non, non. Au bout d'un moment, c'est vétérinaire. C'est le premier. C'est lui le spécialiste. Un rappel clé, la plupart des chats atteints ne montrent aucun signe, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'où l'importance des tests génétiques et des échographies régulières. Ça, c'est très très important. C'est plus vous ferez d'échographies régulières et plus vous pourrez avertir suffisamment tôt si jamais le chat est malade, hein. Les origines. Alors, les origines, vous avez tout d'abord ce que tous les éleveurs font quand ils font tester la MYBPC3 par test génétique. On a la forme génétique. Donc, du coup, c'est la forme primaire. Elle est causée par des mutations dans des gènes codants pour des protéines du muscle cardiaque. Vous l'avez ici. Donc là, je vous l'ai mis, hein. La forme normale de ces gènes, elle est verte. Et vous avez en bleu ici, je ne sais pas si je suis sur le bon, en bleu, vous avez la 31P, celle qui fait partie de la HCM du Maine Coon, hein, de la forme génétique de la HCM du Maine Coon. Et là, ici, vous avez la A74T. Alors, la A74T, c'est pas une autre forme de HCM, c'est une forme qui existe chez l'humain, en fait, qu'on a trouvé chez le Maine Coon, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'elle provoque des HCM chez le Maine Coon. Mais je vous l'ai quand même mis. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas si ça provoque des HCM. C'est pour ça que je vous disais, faites très attention, parce que nous, on ne teste qu'un seul gène, et en fait, au final, il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, voilà, pour ça que... Enfin, on en reparle tout à l'heure des échographies et des gènes, hein. Du coup, c'est une forme héréditaire, hein, qui a transmission autosomique. Alors, transmission autosomique, je vous rappelle que ça veut dire que que le gène ne se trouve pas sur des gènes sexués. Donc, en fait, ça peut, quand vous dites un gène autosomique, ça veut dire que ça peut toucher autant les mâles que les femelles. Ça veut dire ça, tout simplement. Donc, c'est un gène, l'HCM, c'est un gène autosomique dominant. Ça, c'est à retenir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un seul gène pour être atteint. Donc, quand votre chat est hétérozygote HCM, il est porteur de la maladie HCM. Est-ce qu'elle se développera tôt ou tard? Oui ou non. C'est juste qu'il a qu'un gène. Quand vous avez les deux, là, l'avenir est pas très beau. Mais voilà, un seul gène, ça ne veut pas dire que... Ça n'a rien à voir avec la SMA et la PKDF. Ça, il faut se le mettre en tête pour les éleveurs. Un seul gène, le chat est porteur. Malade. Pas porteur sain. Il est porteur malade. Il va être malade. Dans la plupart des cas. Et ensuite... Ah oui, je vous ai fait celle-ci aussi. Je l'avais oubliée. C'était pour vous expliquer que la A31P, donc c'est une mutation qui est concernée, qui fait partie du test que nous on réalise, hein. Et la A74T, c'est une mutation qui est non concernée pour l'instant, mais qui existe chez l'humain, mais qui n'a pas été, enfin, ça n'a pas encore été prouvé chez le Maine Coon. Ensuite, on a les formes secondaires qui peuvent provoquer des HCM, hein. Donc ça, vous avez beau tester votre chat génétiquement, ça peut arriver. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, vous n'êtes pas dans le corps de l'animal. Ce qu'il faut savoir aussi, ça va peut-être paraître dur, mais vous êtes responsable de votre animal jusqu'à ce qu'il aille chez l'adoptant. Une fois que l'animal est chez l'adoptant, il va avoir un autre rythme de vie, une autre façon de vivre, il va avoir une autre nourriture. Tout ça entre en compte dans le devenir et la santé de l'animal. Et ça, vous n'y pouvez plus rien. Ça aussi, qu'on soit bien d'accord là-dessus, hein. Donc, les causes qui peuvent provoquer une HCM, on peut avoir une hyperthyroïdie. Alors, dans la plupart des cas, 98%, l'hyperthyroïdie, c'est une tumeur bénigne de la glande thyroïde, hein. Dans de rares cas, il s'agit d'un cancer. Donc, l'hyperthyroïdie peut provoquer une HCM. L'hypertension artérielle aussi. Bon, l'hypertension artérielle, je pense que vous connaissez, c'est une augmentation de la pression du sang à l'intérieur des artères. Chez les chats, il est possible qu'une situation de stress ou de peur puisse entraîner une hausse de la tension artérielle, hein. Ça aussi, il faut faire attention.
Il faut réitérer les examens plusieurs fois pour l'hypertension artérielle pour savoir si c'est vraiment ça ou si c'est juste une hypertension de stress, hein. Vous avez la sténose aortique, ça arrive assez souvent, c'est à surveiller. La sténose aortique ou même pulmonaire, hein, c'est un rétrécissement du diamètre de l'orifice de sortie du ventricule gauche au niveau de l'aorte ou de l'artère pulmonaire, hein. Il existe beaucoup d'autres types de sténose, hein, ou de malformations qui sont moins fréquentes, mais en fait, ce rétrécissement à force va fatiguer le cœur et peut provoquer une HCM. Là, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça aussi, c'est dans une des causes secondaires, c'est la déshydratation chronique. Alors, je sais que c'est difficile à voir, mais bien vérifier que votre animal boit suffisamment. Parce qu'une déshydratation chronique, en fait, ça peut entraîner la HCM, ça peut entraîner évidemment une maladie rénale, des infections urinaires à répétition et des problèmes de santé chronique chez l'animal. Ça reste largement sous-estimé par les propriétaires. Ça a bien briefé les adoptants aussi. Il faut vraiment que l'animal s'hydrate et soit hydraté. Et enfin, on a les tumeurs surrénales aliènes. Je me suis arrêtée là. Vous en avez d'autres, hein, maladies qui peuvent provoquer des HCM. C'est une tumeur qui est rare chez le chat, hein. C'est la glande surrénale qui entraîne une surproduction d'hormones de stress telles que l'adrénaline et la noradrénaline, hein. Donc le muscle cardiaque s'épaissira en réaction de toutes ces maladies. Et en fait, vous n'aurez pas vraiment une HCM, mais on va arriver sur une configuration qui imite, mais vraiment à 99% la HCM. Ça marche? C'est bon pour vous? Je vais juste boire un peu. Je commence à plus avoir de voix. Ok, super. C'est pas trop rébarbatif, ça va? Je te trouve trop mignon avec Tyrion, en fait. Tu devrais le garder tout le temps. Ok, super. On va parler des formes morphologiques. Parce qu'une fois que votre chat a la HCM, on peut le classifier, enfin il peut y avoir plusieurs zones atteintes, hein. Ça peut être symétrique, donc tout le ventricule gauche est épaissi de manière uniforme. Ça peut être asymétrique, seulement une partie du ventricule gauche va être épaisse. Ça peut être septal, là vous aurez la paroi du milieu. Je vous remets un cœur peut-être, ça sera mieux pour voir. Hop. Du coup, je vais peut-être prendre un plus gros. Bon, c'est un cœur sain, mais c'est pas grave. Vous verrez mieux comme ça, en fait. Il est plus grand. Donc, vous avez la forme symétrique. Donc, ça va... Hop là, le curseur. Ça va s'épaissir tout le tour de la paroi. La forme symétrique. Tout ça sera épaissi. Vous avez la forme asymétrique où une seule partie va s'épaissir. Soit celle-ci. C'est celle-ci la plupart du temps. Parce qu'en fait, quand c'est l'autre, c'est la forme septale. Et ensuite, on a l'apicale. C'est une atteinte prédominante de l'apex du cœur, mais chez le chat, c'est rare en fait, hein, c'est plutôt chez l'humain. Vous voyez bien comme ça? Donc si jamais votre cardio, enfin je vous le souhaite vraiment pas, voilà, vous pouvez avoir symétrique, asymétrique et septal. Ça, c'est les 3 formes. La quatrième, je vous dis, on la trouve quasiment jamais chez le chat, donc c'est pas vraiment la peine de retenir. On va pas se monter le cerveau avec tout ça. Je reviens, je sais plus où je suis. Hop, les formes morphologiques. Voilà. Il va y avoir la photo des cœurs. Pour ceux qui veulent pas voir ça. Je reviens devant parce que si jamais ça saute, je sais pas si on peut montrer des cœurs. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc sur le A, vous avez un cœur normal où les cavités sont bien dessinées, les parois sont régulières et symétriques.
Le cœur du milieu, c'est un cœur qui montre une HCM sévère. Je suis pas avec vous. Si je me prends un avertissement, je le vois pas. C'est une HCM sévère. Par contre, avec épaississement, on voit que c'est épaissi, hein. Et en fait, ici, vous avez une dilatation astriale avec un ventricule gauche qui est totalement épaissi, même l'oreillette, hein, elle est très dilatée. C'est souvent une forme d'HCM avancée ou décompensée avec un aspect asymétrique. Oui, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien. Tout s'étouffe en fait, hein. Bon, je vous les enlève avant qu'on se fasse signaler. Bon, c'est interdit au moins de 18 ans, je pense que ça devrait aller, mais bon, au cas où, vous tapotez pas assez ce soir, c'est pas possible. Allez, on y va, on tapote. Vous êtes trop concentré sur le live du coup. Les formes de HCM et la gravité et l'évolution de chacune. Mais c'est pas grave, hein. Si, alors avant de vous faire les formes selon la gravité, je voulais vous dire aussi que dans le cas de la HCM, on a des mutations comme l'A31P, c'est celle qu'on teste quand on fait nos tests génétiques, mais on a aussi la R820W. Alors ce sont les noms des points précis, en fait, ces numéros, où se trouve le gène affecté. Le A31P, en fait, celui qu'on connaît, hein, qui est identifié et qu'on teste dans le MYBPC3, il est très étudié chez le Maine Coon. Il change en fait un acide aminé à la position 31. Il change l'alanine, je vais y arriver, en proline. Et vous avez le R820W qui est connu aussi. C'est une autre mutation du même gène qui est identifiée en revanche pas chez le Maine Coon, dans d'autres races. Mais je pense qu'il commence à faire des recherches pour voir si c'est pas possible chez le Maine Coon aussi, hein. Alors lui, je sais plus quelle race, j'ai pas noté, je suis désolée. Quand on parle de formes de HCM, on regroupe quelques grandes catégories quand même, hein. Maintenant, on sait que l'HCM elle peut être génétique ou secondaire. On connaît sa morphologie. Et on va voir maintenant ces formes selon la gravité. Donc en fait, vous pouvez avoir la forme subclinique, c'est un épaississement détecté à l'échographie, mais il n'y a pas de symptômes visibles, c'est-à-dire que votre chat n'a rien, hein, ni à l'écoute, hein, ni au stéthoscope, on n'entend rien. C'est juste quand on fait l'échographie qu'on voit que le chat est atteint d'une HCM. C'est la plus traître, hein, celle-là. Il peut rester stable longtemps ou évoluer très vite, hein. Mais en général, c'est celle où, voilà, c'est la plus... c'est la moins grave, en fait, on va dire. Vous avez l'HCM obstructive. L'hypertrophie, en fait, bloque partiellement l'éjection du sang. Le souffle cardiaque s'entend à l'auscultation et elle est présente, cette forme-là, sur 30 à 40% qui sont atteints. C'est pas de tous les Maine Coon, hein, ce sont pour les chats Maine Coon qui sont atteints de HCM, hein. Ça représente 30 à 40% de la forme de HCM qui va se développer. Et enfin, on a l'HCM terminal décompensé. C'est une insuffisance cardiaque congestive. C'est un œdème pulmonaire avec des épanchements. Et celle-ci, en général, est toujours très... enfin, l'avenir est très noir pour l'animal, hein. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, un cardiologue, lui, peut désigner chaque variante anatomique, hein, de la HCM. Et je suis en train de chercher le prochain slide, pardon. Je vous ai fait ça vite fait, c'est un tableau en fait, mais vous l'aurez dans le PDF, hein. Vous avez tous les sigles que vous voyez quand vous allez faire des échos à vos animaux. Je vous ai mis la définition anglaise parce que ça part souvent de ça, avec la correspondance en français et le rôle, hein, de ce qui est siglé quand on vous fait les échos. Comme ça peut vous donner un point. Donc en fait, un cardiologue, lui, il peut désigner chaque variante anatomique, évolutive ou génotypique, pardon,
comme forme distincte. En médecine humaine, qu'on soit bien clair, on recense plusieurs gènes et des centaines de mutations différentes pour la HCM. On détecte des formes familiales rares avec des expressions ultra variables d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que dans une même famille, c'est différent. On a des phénotypes particuliers selon l'âge, le sexe, la génétique et la comorbidité. Ça, je vous dis bien, c'est chez l'être humain. Mais les vétérinaires extraient de tout ça que on peut quand même penser qu'il y a entre 100 et 150 formes de HCM différentes. C'est là où c'est hyper important. On en teste une. Il faut bien vous rendre compte de ça. On teste une HCM, il en existe entre 100 et 150 différentes. C'est là où je vous disais au début du live, quand j'ai fait mon manifeste, que non, c'est pas parce que vous testez votre animal que il est exempt de HCM. Loin de là. Loin de là. On les connaît pas les autres, c'est tout. Alors chez le chat, on commence à distinguer plusieurs profils au sein, rien qu'au sein oh, je vais pas y arriver ce soir. Rien qu'au sein de la A31P, pardon. On va respirer un grand coup. Il y a on arrive maintenant à détecter plusieurs profils. C'est-à-dire qu'avec un seul gène, on a déjà plusieurs profils de HCM. Donc imaginez quand on va trouver les autres. Nous, on en teste un. C'est pour ça que je vous dis que c'est complètement stupide d'aller dire à vos adoptants, mes chats sont sains. Oui, vos reproducteurs sont sains parce que vous les testez, parce que vous faites des échographies, mais ça ne dit pas que le chaton sera sain. Loin de là. Il faut arrêter d'avoir ce discours-là. Il faut dire aux gens la vérité. Même si elle est dure à entendre, même si ça les met sous pression quand ils auront leur chaton, il faut dire la vérité aux gens. On ne leur vend pas des peluches, on leur vend des animaux vivants, des êtres vivants, pardon. Donc ça, c'est super important de le rappeler à chaque fois. Est-ce que ça va? Oui, oui, c'est ça, Valérie. Ils sont testés sur ce qui est testé et testable. Et il faut bien se rappeler qu'une échographie est valable à l'instant T, c'est-à-dire le jour où vous faites votre échographie. Ça ne veut pas dire que le lendemain, votre chat va pas commencer à dégénérer en HCM. C'est pour ça que l'intervalle régulier des échographies est important. Que le moindre doute à l'auscultation de votre animal doit donner lieu à une échographie, surtout quand vous faites de l'élevage. Mais même pour un particulier, s'il veut éviter de gros soucis, plus c'est pris à temps et normalement mieux ça se passe derrière où on gagne un petit peu de temps et de durée de vie, ce qui est important pour l'animal. Mais voilà, la HCM, c'est vraiment un tueur silencieux et très très sournois. Donc il faut bien intégrer ça dans la tête. Et oui, tous les 2 ans, c'est très bien. Sauf si, voilà, quand tu vas faire ton vaccin, il te dit qu'il a un doute, même si c'est un petit souffle de 1 sur 6, hein, peu importe, moi je prends pas de risque. Après, attention, heu, vous pouvez avoir des chats, c'est ce qu'on appelle les borderline. Je vous ai mis aussi plus tard, hein, dans le tableau, vous allez avoir plus tard heu, les mesures qui disent que si votre chat est bien ou pas bien, en fait, hein. Je vous ai mis les mesures parce que moi, des fois, je galère pour les retrouver. Donc, je les ai mises comme ça, même moi, je vais les retrouver plus facilement comme ça. Mais votre chat peut être borderline, c'est-à-dire qu'il va être à 0,02 au-dessus. Ça peut être juste parce qu'il est malade, un simple rhume ou, je sais pas moi, n'importe quoi, un coryza ou juste un coup de stress, hein. Et un mois après, il va revenir plus zen chez le véto et ça se passera très bien, il sera loin d'avoir une HCM. Faut pas non plus après paniquer tout de suite et il faut surtout, faire confiance à votre cardiologue qui vous le dira, hein. Qui vous dira. Normalement, il est censé, enfin, ils sont plutôt, je trouve qu'ils sont plutôt cool et plutôt zen hein, quand vous allez les voir. Je vous parle de ça parce que moi, c'est arrivé, hein. J'ai eu un chat borderline, quand on me l'a annoncé, j'ai cru que j'allais m'effondrer et puis, c'est le cardiologue qui me dit: «Ah non, c'est rien, reviens dans 4 mois, tu verras» et je suis revenue 4 mois plus tard et le chat allait très bien et il a fini sa vie très bien, à tous les autres tests, en fait, hein. Donc je vous ai fait ah oui, je vous ai mis des échos pour vous montrer, en fait, voilà, c'est ce que vous verrez. Alors, on n'y voit pas grand-chose sur les échos, je suis d'accord. Ici, vous avez une hypertrophie du ventricule gauche, hein. Ça doit être ça. Je vais pas faire la grande scientifique, hein. Oui, il faut sensibiliser les adoptants qu'on est sur du vivant et qu'on
Ben, on est sur du vivant et on est sûr de rien, justement. On ne peut pas garantir, c'est pas une machine à laver, on ne peut pas la garantir 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Même si on leur fait payer plus pour faire une garantie plus longue, ça marche pas. C'est pas un lave-linge. Voilà, donc je vous ai mis plusieurs, ça vous les retrouverez dans le PDF quand vous le téléchargerez. Je vous ai mis plusieurs échographies, comme ça vous montre un petit peu avec les termes. Et vous avez le tableau au-dessus pour... Oui, il faut le répéter, chatterie des patounes velues à tout le monde. Donc ce qu'on a vu là, c'est que la... Papapapam. Oui, service SAV, bonjour. Bonsoir. C'est vieux ça. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, allez, on fait un petit débrief, on va s'arrêter là avant de repartir, on va faire le sondage. L'HCM, elle peut être de forme primaire, c'est-à-dire que c'est la forme génétique qui est due à des mutations de gènes. On peut avoir la forme secondaire qui sont liées à des maladies qui vont faire souffrir le cœur. Les formes morphologiques, elles sont ici, elles sont symétriques, asymétriques, apicales et septales. L'évolution, elle peut être subclinique, obstructive, elle peut être décompensée. Là, j'en avais oublié un, je l'ai mis là. On a vu tout ça. Ça marche pour vous, c'est bon? Ok. Et en résumé, la cardiopathie, en fait, la cardiomyopathie, pardon, c'est pas un cœur trop fort, c'est un cœur qui est en train de s'étouffer au final. Voilà. J'ai un message. Désolée. On va voir les conséquences possibles. On va d'abord faire, si vous voulez bien, un petit sondage. Qui c'est qui s'en occupe? C'est Couette de Chat ou Cyril? Ils sont plus doués que moi pour ça. Vous m'écoutez tous, c'est ça? Vous répondez pas? Vous me faites stresser quand vous faites ça. Donc du coup, la question, ce qu'on va vous demander, c'est est-ce que si on bascule sur YouTube, vous viendrez sur YouTube voir les lives ou vous préférez que ça reste sur TikTok? Ça va être, ça va être le premier sondage, TikTok ou YouTube. On va déjà vous faire ça. Et le second sondage, on fait peut-être le premier ou on peut faire les deux ensemble, ça je sais pas. En fait, le second sondage, c'est comme plusieurs personnes m'ont remonté que c'était un petit peu dense en une seule fois. Ce qu'on peut faire, c'est faire les mêmes lives en fait, mais avec coupé en deux parties. Une partie le mardi et une partie le jeudi, où on fait une seule fois le jeudi, mais j'essaie de vous faire des lives moins denses et plus courts. Donc du coup, ça durera plus longtemps dans le temps. Donc soit en une fois, soit en deux fois. C'est parti. Vous me dites quand c'est parti. Merci pour les roses, Jérémy. D'où géant, tu tapotes pas assez ce soir. Ok, ça marche. Vous avez 5 minutes pour répondre au sondage textuel. T'as fait les deux ensemble ou juste à la plateforme pour le moment? Donc vous aurez deux sondages l'un après l'autre du coup. Donc là pour l'instant c'est est-ce que vous préférez YouTube ou TikTok? Coucou Serenity. Ou peu importe, d'accord. Ça marche. Comment on fait pour voter? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le sondage est mal fait, c'est ça? Non, non, non.
Il y a un sondage et puis après je reprends. Je vous laisse faire le sondage en fait. Tu peux pas voter? D'accord. Tu veux que je vote pour toi? Mince, je peux voter en fait. Mais moi je m'en fiche. Eh ben merci, les objectifs du live sont atteints. Les modos ne peuvent pas voter. Ok. Ouais, ils me le diront après. Je rajouterai leur voix. Bah, Couette de chat, je sais qu'elle préfère YouTube. Ou que s'en fout d'ailleurs, pardon. Qu'elle s'en moque. Salut Menkun Vayana. On reprend le live après, on va voir toutes les conséquences de l'HCM sur la santé de l'animal. On attend juste que les 2 sondages soient passés et on reprend tout ça. Je peux vous mettre tout ce qu'on a déjà vu pour l'instant. Je peux meubler, hein. Donc, on a vu que l'HCM pouvait être de forme primaire, c'est-à-dire génétique, due à des mutations des gènes. On a vu qu'elle pouvait être de forme secondaire, liée à des maladies qui, peu importe, mais avec une préférence pour YouTube parce que la modo est plus agréable. La modo. Ah, ok, c'est plus facile pour modérer. D'accord. Ensuite, on a vu que les formes morphologiques de l'HCM pouvaient être symétriques, asymétriques, septales, pardon, et apicales. Que les évolutions de la maladie pouvaient être subcliniques, obstructives ou décompensées. En sachant que l'ordre, en fait, ça va du plus simple au plus compliqué. Allez, il reste 52 secondes et on balance... Pardon. Votre charmante Lady Mormon, je ne me rappelle déjà plus son nom, Lady Mormon vous enverra le second sondage. Après, je reprends quand le second sondage est lancé, hein. Je peux vous chanter une chanson pour vous faire attendre aussi. Mais je pense que tout le monde va fuir, il n'y aura plus personne sur le live après. On a déjà perdu Serenity. Bonsoir Hélène Thomas. Il y a égalité? Non, sérieux? Ouais, mais ASC, c'est quoi? Moi, je vois pas en fait. Non, mais je chante beaucoup, hein. C'est pour ça qu'il pleut tout le temps en Bretagne. C'est parce que j'arrête pas de chanter en fait. Ouais, ça nous avance bien. Ben non, parce qu'il y a vos voix qui comptent. Morgane, elle préfère YouTube. Et toi? Et là, il me dit, moi, je préfère TikTok. Et ça fait toujours... J'en étais sûre. Merci. Eh ben, on fera un coup sur deux, hein. On fera une semaine sur deux, pourquoi pas? Ok. Bon, on est bien avancé. Moi, je vous le dis. On démarre le second live. Le second live. Le second sondage. Moi, il faut que j'arrive à voir Streamlab, comment ça fonctionne. Si Streamlab fonctionne bien, je serai plus sur YouTube. Je pense que ce serait plus simple. Quoique là, bah, ça fait 2 fois où on se fait pas restreindre sur les lives, donc ça va. Euh, Ouais, je sais pas, j'ai jamais utilisé YouTube, donc je sais pas. On pourra le faire une fois pour voir ce que ça donne.
et on avisera à partir de ce moment-là. Tant qu'on ne se fait pas restreindre, c'est plutôt chouette. Le second sondage, et après moi je redémarre sur les conséquences pendant que vous faites le sondage, hein. Du coup, c'est est-ce que vous pensez que c'est trop dense en une fois les lives? Dans ce cas-là, on peut les scinder en deux et faire un le mardi, un le jeudi sur le même thème, hein. Ou sinon, je vous en fais qu'un, mais j'allège beaucoup en fait, hein. Et par contre, vous aurez les PDF qui seront beaucoup plus denses. Vous aurez tout en fait. Ça marche? Je sais pas comment elle va vous donner ça. Soit deux lives, soit un seul, mais plus court. En deux pour l'instant, unanime. Ok, ok. Parce que si c'est en deux qui gagne, bah, la semaine prochaine, je commence à vous faire ça. En sachant que le live de la semaine prochaine, vous aurez tous les souffles cardiaques et PKDEF et SMA. Donc les maladies, en fait, PKDEF et SMA, et en fait, ça parlera aussi de toutes les maladies à gènes récessifs. Donc du coup, oui, on peut le scinder facilement en deux, celui-là. Il y en a d'autres, ce sera un petit peu plus compliqué, mais celui-là, ce sera facile. Par contre, du coup, ce sera des lives de 1 heure et demie, quoi. Beaucoup plus court. Et si on arrive sur ce format-là, je pense qu'à la fin, on fera peut-être plus de papotage, du coup. Si on fait que 1 heure, si j'arrive à me tenir à 1 heure, bah, après, on peut faire du papotage, faire monter des gens et discuter, poser vos questions. On a Valérie qui est là ce soir, c'est Valérie Rich, Touchman, c'est ça? Kuhn, pardon. Excuse-moi Valérie, qui elle aussi est une éleveuse de longue date, qui est formidable et qui travaille beaucoup avec les pays de l'Est et qui peut apporter tout ce que moi je n'ai pas en fait en connaissance. Et je pense que ça pourrait être intéressant. On en avait parlé vite fait une fois, mais voilà. Elle aussi pourra répondre à vos questions, hein. Il n'y a pas que moi évidemment. Il y a d'autres personnes qui travaillent bien et qui peuvent répondre à des questions. Il n'y a pas que moi. Il y a Marlène aussi qui est là. Pour les couleurs, non, je crois qu'elle est partie. C'est pas grave. Marlène, qui est plutôt calée en couleurs aussi. On fera aussi des lives sur les génétiques des couleurs, hein. Il n'y en a que 6 qui ont voté? Oui, mais c'est pareil, Valérie. Oui, il y aura un live sur les maladies neurologiques, oui. Tout le mois de septembre, hein, c'est que des maladies. C'est joie bonheur, tout le mois de septembre. Il va y avoir les virus aussi, il va y avoir la dysplasie et toutes les formes de luxation, etc. Et il y aura les maladies neurologiques aussi. Ouais, il reste une minute. Je vais redémarrer comme il reste qu'une minute. De toute façon, manifestement, c'est le 2 qui gagne, hein, pour l'instant. T'as que 6 personnes qui votent parce qu'en fait, en général, c'est ce qui arrive souvent, hein. Ils mettent le live et puis ils sont pas dessus non plus, hein. Tu vas te faire un café? Tu peux m'en faire un aussi, s'il te plaît? Je vais vous raconter ma vie en live. C'était hier ou avant-hier. Il y avait. J'étais au téléphone avec une de vous. Mon fils qui arrive dans mon bureau, qui me met une tasse de café dans les mains. Je fais, oh, je dis merci, mais t'es trop gentil. Il me regarde, il fait non, mais c'était la mienne, hein. Je fais, oh, c'était juste pour que tu me la tiennes 2 minutes. Je fais, pff, désespoir total, ces enfants. Je me suis dit, ouais, il pense à sa mère, il est trop mignon. Que dalle. Oui, c'est ça. Fils ingrat total. On est reparti pour les conséquences possibles. On va démarrer par la première. Ah, mais t'aurais dû voir ma tête, Valérie. J'étais tellement. Oh, mais il est trop mignon. J'étais déjà ravie dans ma tête. Je me dis, mais quel fils adorable j'ai élevé. Non, mais c'est la mienne, hein. Non, non. Aucun espoir.
Les conséquences, quel âge? 25. C'est le petit dernier en plus. Oui, c'est vrai qu'en plus, oui, c'était magnifique. Un cœur qui prend trop d'épaisseur, c'est un cœur qui va manquer d'espace, il pompe moins, il fatigue et parfois il s'arrête. C'est les conséquences de la HCM. Et la première conséquence qu'on va regarder, c'est l'embolie. 23, toi, le petit dernier. Moi, l'aîné, elle a 33 et le dernier a 25. Je suis en train de réfléchir. Elle a 34. Non, elle a 33. J'aurais plus l'âge de ma fille. C'est pas grave, elle est partie se faire un café, elle m'entend pas. C'est couette de chat, ma fille aînée. 37 et 23. Ouais, tu me bats. Oui, oui, j'ai démarré jeune. Parce que je voulais pas avoir des enfants trop tard. L'embolie, le feu soudain dans les pattes, le sang se fige. L'embolie, c'est un caillot sanguin appelé thrombus qui se forme dans le cœur, souvent dans une oreillette dilatée qui se déplace jusqu'à une artère. Chez le chat atteint d'HCM, c'est une complication fréquente et assez dramatique. Déjà, je mets des post-it pour retenir le nom des gens, pardon, des chiens. Pardon. Je mets déjà des post-it pour le nom des gens. Si je commence à mettre des post-it pour le nom de mes enfants, ma maison va ressembler à un mur rempli de post-it. Allez, on repart sérieusement. C'est moins marrant. Hop. Donc, voilà, c'est une des premières conséquences de la HCM. Donc, c'est un caillot de sang dans l'aorte qui se bloque. Je ne vous ai pas marqué la même chose que moi. Je vous lis le mien parce que j'ai commencé le mien. Ce caillot descend dans l'aorte, se bloque à la bifurcation des artères iliaques qui irriguent les pattes postérieures, en fait. On appelle ça une thromboembolie aortique, une TEA ou saddle thrombus en anglais. Conséquence visible, vous avez une paralysie brutale des pattes arrière. C'est là où je vous disais tout à l'heure, quand votre chat est paralysé, vous le prenez, vous allez chez le véto direct. Vous pouvez aussi avoir des pattes froides ou douloureuses au toucher. Vous pouvez avoir un chat qui se met à crier, à halter, qui ne tient plus debout, avec des apparitions soudaines. C'est souvent une apparition soudaine, pardon, et premier signe d'une HCM avancée, hein. Le pronostic, c'est une urgence absolue, ce que je vous disais tout à l'heure, 30 à 50 de décès dans les 48 heures, une fois que vous avez ces symptômes-là. Donc vous voyez que c'est quand même assez, voilà, c'est assez rapide. Il faut aller vite, il faut que ce soit pris en charge vite. Il faut évacuer le caillot, quoi, en fait. Ceux qui survivent restent quand même à haut risque de récidive, hein, et certains chats restent paralysés malgré le traitement, hein, et ils perdent énormément du coup en qualité de vie. Donc ça, c'est une première conséquence de la HCM. Vous pouvez avoir également l'œdème pulmonaire, hein. L'œdème pulmonaire, il correspond à une accumulation de liquide dans les alvéoles pulmonaires qui est liée à une insuffisance cardiaque gauche. C'est l'un des signes les plus typiques de décompensation en fait, hein. Chez le chat, en fait, le ventricule gauche est devenu rigide, il ne parvient plus à évacuer correctement le sang. Le sang, du coup, remonte vers les poumons. Les vaisseaux pulmonaires commencent à fuir, le liquide, il y a du liquide dans les poumons. La conséquence visible que vous pourrez voir si votre animal a ça, oui, mais non, mais c'est ça. Oui, non, mais ça, on va le voir après, Cyril, justement. Ce que vous pouvez en fait observer, vous, en tant que personne, c'est une respiration rapide et superficielle. C'est un chat qui respire très vite et la bouche ouverte, surtout la bouche ouverte, il faut noter ça. Il peut tousser de façon répétitive, ce qui est quand même assez rare chez le chien. Il peut avoir des mouvements respiratoires forcés, hein. Quand vous verrez qu'en fait, il va forcer sa cage thoracique pour pouvoir respirer.
Ça, c'est ce que vous pouvez observer, hein. C'est traitable, un œdème pulmonaire, si c'est pris à temps, avec des diurétiques pour évacuer le liquide, pardon, de l'oxygène, une hospitalisation sur les premiers jours, hein. Ça peut revenir à chaque épisode de décompensation, en fait, hein. Donc ça peut le faire plusieurs fois, et c'est souvent signe que la maladie a déjà évolué, hein, qu'elle n'est plus anodine. Et ensuite, bah, évidemment, c'est la troisième conséquence et c'est la pire, c'est la mort subite ou l'arrêt cardiaque. Bah, c'est un arrêt cardiaque brutal, c'est ce qui est arrivé à Cyril, hein. Sans signe précurseur visible, hein. Votre chat va très très bien et dans les 2 minutes qui suivent, il est par terre, il est mort. Chez le chat atteint d'HCM, c'est parfois le premier et seul signe de la maladie, hein. Et c'est là où je vous dis que voilà, il faut faire attention à ce que vous dites à vos adoptants, hein. Parce que ben, c'est voilà, en 30 secondes, en 2 minutes, ça peut être terminé. Et ça peut être assez brutal pour la personne qui possède le chat. Donc chez le chat, c'est un épaississement du muscle cardiaque qui a entraîné un dysfonctionnement électrique, une arythmie. En fait, ça entraîne une arythmie cardiaque qui est fatale. C'est un trouble du rythme ventriculaire avec une tachycardie ou une fibrillation. L'arrêt cardiaque peut survenir au repos, en jeu ou en stress. La conséquence visible, il n'y en a aucune, évidemment. Voilà, c'est soudain, c'est comme ça. C'est même chez un jeune chat de 6 mois. euh, alors c'est fréquent dans les cas d'homozygote, ouais, je vous ai mis, ou dans des stades avancés. S'il n'est pas homozygote, c'est que ça veut dire qu'on était déjà sur une EHCM très avancée, hein. Pronostic imprévisible, hein, aucun symptôme ne permet de le prédire avec certitude. En fait, si jamais vous arrivez, enfin que l'animal ne décède pas, qui fait sa crise cardiaque, en fait, que vous allez chez le vétérinaire, il y en a certains qu'on peut remettre sur pied, mais c'est rare quand même, hein. Et dans ce cas, ben, il y a seul ce que je vous ai mis, la surveillance écho régulière qui permet de réduire le risque, hein, de la mort subite, hein. Il n'y a que ça, en fait. En principe, c'est fulgurant. Alors moi, enfin, maintenant j'ai plus de pension féline, hein. J'ai plus qu'une pension canine, mais je faisais les chats au début et il y a un gouttière, un Européen, qui a fait une crise cardiaque à la pension féline. Je l'ai attrapé, j'ai emmené chez le véto. Il en a refait 2 dans la voiture. Il est décédé chez le vétérinaire à la quatrième en fait, et c'était une HCM. Mais il a fait 4 crises cardiaques en très très peu de temps en fait, hein. Moi, il me faut quoi? Il me faut 20 minutes pour aller chez mon veto, donc voilà. À peu près en une demi-heure, 3 quarts d'heure, il avait fait 4 crises cardiaques et c'est la quatrième qui a été fatale. Oui, il faut dire aussi que ça touche. Alors, c'est prépondérant chez le Maine Coon, mais oui, elle a fait une autopsie parce que ça mettait en cause ma pension, quoi, en fait. Oui, et c'était un jeune chat, il avait 2 ans et demi. C'est un Européen qui était arrivé chez eux dans le jardin, comme ça, tout petit, qu'ils ont récupéré. Donc oui, la HCF touche absolument tous les félins, pas que les Maine Coon, hein. Disons que c'est prépondérant chez le Maine Coon, mais pas chez les félins. Je vous ai mis quelques chiffres, hein, sur la HCM. La prévalence génétique, hein. 34 à 40% des Maine Coon sont porteurs de la mutation A31P. La tienne avait 8 mois. Ouais, mais ça arrive. J'ai marqué quoi? Ouais, je vous ai pas marqué tout à fait, il faudra que je refasse celui-là. En fait, c'est 34 à 40% des Maine Coon sont porteurs hétérozygotes de la mutation A31P. Ce sont des sources Meurs et Hall de 2005, hein, rassurez-vous. Ce sont les sources de 2005. Donc c'est quand on a découvert la maladie, hein. 8 à 10% en 2005 étaient homozygotes, HCM. Je vous donnerai les chiffres récents à la fin, parce que
Ça va faire souffler tout le monde, en fait, les chiffres récents. Les risques de déclenchement clinique, hein, sur les hétérozygotes, vous avez 20 à 40% qui vont développer une HCM visible à l'échographie avant qu'ils aient 8 ans. Les autres, ce sera après 8 ans. Non, 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 hétérozygote, c'est pas porteur sain. Hétérozygote, c'est malade. J'ai marqué ça? Dis-moi, me dis pas que j'ai un... C'est un gène dominant, donc et tu ne peux pas être porteur sain, en fait. Ça va, Valérie? Non, hétérozygote, il est atteint. Il est atteint de HCM. En revanche, il a une forme plus légère de HCM, mais il la développera un petit peu plus tard. En général, c'est pas récessif, ouais, c'est dominant. C'est dominant. Par contre, c'est à pénétrance incomplète. C'est là le souci, c'est que ça, voilà, ça va pas entrer dans le corps de l'animal de la même façon. Donc du coup, tu vas avoir des chats qui vont la développer. Quand ils sont hétérozygotes, ça va être un petit peu plus tard que chez un homozygote. Ça va être un petit peu moins fort. Mais tu as certains hétérozygotes qui ne le développeront jamais. C'est parce que justement, c'est la pénétrance incomplète, ça. C'est la différence en fait, mais c'est pareil, hein, j'ai eu un petit peu de mal, hein. C'est la différence avec, parce qu'on doit mélanger SMA, PKDF et HCM. La descendance de qui, Cyril? D'un hétérozygote? Un hétérozygote doit être enlevé de la reproduction, point barre. C'est un gène dominant. C'est pas un gène récessif. Quand tu as un gène dominant en face de toi, tu retires, point. Un gène récessif, tu peux travailler avec si tu le maries correctement avec un non-porteur. Mais un gène dominant, tu ne cherches pas à travailler avec. Ce que je vous disais au début du live, il y en a qui le font, hein. Je sais qu'il y a des éleveurs qui font, qui travaillent. Oui, un gène récessif, on peut bosser. Il faut juste, on sait faire. Les éleveurs savent faire, savent travailler les gènes récessifs, hein. Mais un gène dominant, tu joues pas avec. Tu écartes de la repro systématiquement. Alors oui, il y a des éleveurs qui travaillent encore avec des hétérozygotes, malheureusement. J'espère qu'ils travaillent correctement. C'est pour ça que je vous ai fait un petit rappel de ce que ça veut dire travailler correctement quand tu as un porteur d'un gène dominant. Euh, mais moi, je ne suis pas persuadée que ces gens-là travaillent correctement, en fait. Moi, j'ai déjà entendu, je travaille avec un porteur hétérozygote pour voir. Voir quoi? Que le gène est dominant? On le sait. Parce que ça sous-entend qu'en fait, tu vas faire des portées où tu ne pourras pas garder de bébé, de chaton. Donc en fait, tu fais quoi? Tu fais des chats malades pour les vendre à des adoptants? Oui. Non, mais tu l'écartes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu l'écartes parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas tenable comme comportement en fait. C'est pas tenable. En fait, tu produis des chatons qui vont être malades et tu le sais très bien en tant qu'éleveur normalement. Les adoptants, eux, le savent peut-être moins. Est-ce qu'il va leur dire, j'en sais rien, l'éleveur qui fait ça? Je pense que oui, parce que tu as les gènes. Oui, c'est irresponsable totalement. Totalement. En fait, ils vont produire des chatons que lui, éleveur, ne gardera pas ou ne vendra sûrement pas en repro. Quoique moi, j'ai entendu déjà des éleveurs venir me dire qu'on leur avait proposé des chats porteurs HCM, hein, hétérozygotes. Je fais non, mais sérieux? Oui, c'est notre boulot de sélectionner la santé et vous allez voir pourquoi à la fin, parce que je vous ai mis les chiffres entre 2005 et 2021, à quoi ça sert de sélectionner. Et c'est là où on voit que le travail des éleveurs est formidable en fait, derrière. Et ça, je voulais garder pour la fin parce que c'est une note d'espoir. Oui, non, il faut enlever, hein, un porteur hétérozygote. L'HCM, on joue pas avec, hein. On joue pas avec parce qu'en plus, tu peux avoir des formes complètement aléatoires. Toi, tu maîtrises la MYBPC3. Ça, on maîtrise. Enfin, on maîtrise. Oui, on la maîtrise. On la maîtrise parce qu'on l'écarte. Mais il y a toutes les autres formes. Et ça, personne maîtrise, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein. Tous les éleveurs peuvent dire ce qu'ils veulent quand ils vendent leurs chatons, mais ils maîtrisent pas, hein. On vend pas des peluches, hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Cyril. On élève d'abord, on essaye. Le travail d'un éleveur, c'est de produire des chats le plus sain possible. Je dis bien le plus sain possible parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas tout voir, malheureusement.
Le risque, du coup, les complications fréquentes. Ah, pardon, non. Le risque de déclenchement clinique, ça c'est intéressant. Les hétérozygotes, ben voilà, on va y revenir. Les hétérozygotes, 20 à 40% des hétérozygotes vont développer une HCM qui sera visible à l'échographie avant 8 ans. Les autres, ce sera après 8 ans. Donc en fait, tu as la moitié qui va entre 20 et 40% qui vont, voilà, qui seront malades avant leurs 8 ans. Le reste, ce sera plutôt après, en fin de vie, en fait. Quand tu es sur un homozygote, en fait, c'est 60 à 90%. La différence, c'est là, en fait. Alors, si tu es... ouais, on va en parler la semaine prochaine, en fait. Porteur sain, c'est quand tu travailles avec un gène récessif. Et c'est le cas pour la SMA et la PKDF. Et ça, on en reparlera. Ça, c'est jouable. Et ça, on sait faire. Et ça, on maîtrise. On connaît. Pour la SMA et la PKDF, en tout cas. Là, tu es sur... en fait, c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Quand as un chat hétérozygote HCM, il n'est pas porteur sain. Il est porteur HCM sur un seul gène. Vous voyez la différence? Elle est subtile, hein, mais la différence est subtile, mais elle est là, quoi, en fait, hein. C'est bon? C'est important comme différence. Oui, oui, surtout sur PKDF et SMA, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est des maladies qui sont gérables, en fait, hein, qui sont très, très gérables. Du coup, les complications fréquentes, 30% des chats qui sont atteints vont présenter un épanchement pulmonaire ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, un œdème pulmonaire, hein, à un stade avancé. 20 à 30% vont développer une embolie fémorale, c'est-à-dire une paralysie brutale des pattes arrière. Et vous avez 15 à 25% qui auront une mort subite sans symptômes précurseurs. Et souvent, ça se... Ah ben tu vois, tu es un petit peu avant la tranche. C'est souvent entre les 1 et les 4 ans. On reprend maintenant ces données, vite fait. Non, je vous les garde pour la fin, c'est trop mignon. Je vous les garde pour la fin au final. Euh, Les chiffres historiques hein, qu'on a restent pour 34% des Maine Coon seraient porteurs hétérozygotes et moins de 10% seraient homozygotes. Les chats hétérozygotes, ce qu'on sait, c'est qu'ils développent plutôt, en règle générale, une HCM subclinique que chez les homozygotes, ça va plutôt être une HCM sévère et très élevée, hein, avec des risques qui sont multipliés par 18 en fait, hein. Donc vous voyez la différence, elle est là entre l'hétérozygote et l'homozygote, hein. De toute façon, l'homozygote, il est plombé par 2 gènes, lui déjà, le pauvre. L'incidence générale sur une cohorte de chats atteints de maladies cardiaques, c'est-à-dire atteints de HCM, c'est... non, 1, 2, 3. 60% des chats atteints de maladies cardiaques présentent une HCM. Pardon, c'est bon? Pourtant, il est que 22h24. Je commence déjà à me mélanger mes pinceaux. Pour ce qui est de l'embolie, 25% des chats HCM en souffrent. Et chez les chats cardiaques en général, une HCM est la cause sous-jacente de 52% des cas de fate. Mort subite. Ça, je vous le dirai tout à l'heure. Parce que je l'ai gardé sur la fin. Non, parce que je veux vous garder des chiffres pour la fin. Donc, du coup, ça me fait refaire mon live. Ça fait que je suis en train de refaire mon live devant vous, en fait. Je suis en train de changer des parties. Donc, je suis un petit peu perdue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 34% des Maine Coon porteurs d'une mutation HCM, que 25% des chats HCM souffrent d'embolie, 5 chats HCM sur 16 sont victimes de mort subite. Et les voilà les chiffres. Donc en 2005, nous avions 34 à 44% de chats qui étaient hétérozygotes HCM. Aujourd'hui, c'est en 2021, mais c'est pas loin, il n'y a plus que 6%. Et ça, je vous dis, c'est vraiment fabuleux parce que ça montre le travail des éleveurs, quoi.
Ça montre qu'il y a eu un travail mais hyper rigoureux et extrêmement sérieux sur la HCM fait par les éleveurs entre 2005 et 2021. Et ça, bah, tous ceux qui sont là, qui travaillent depuis un certain temps, ben, bravo, bravo à tous. Oui, dû aux tests. Ça, c'est que les tests, hein. C'est que les tests. C'est tout, ça te montre à quel point les éleveurs ont, et je veux dire, ça s'est fait, dans certains cas dans la souffrance, hein. Parce qu'il faut bien te dire qu'en 2005, personne ne savait que ça existait et tu as des élevages comme Jarnac où, plus de la moitié des chats étaient porteurs et elle a arrêté suite à ça l'élevage, hein. Et qu'on soit clair, hein, c'était un élevage de fondation et de haute crosse, hein. Ça touche aussi bien les hautes crosses, les fondations que les traditionnelles, hein. Ça n'a rien à voir avec la consanguinité. Pourtant, vous savez que c'est mon cheval de bataille, hein, la consanguinité, mais là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. Oui, bah oui. Mais Jarnac, je sais que la pauvre, elle, dès que le test est arrivé, elle a testé et ça a été une hécatombe, en fait, hein. Une hécatombe dans son élevage, hein. Donc, entre 2005 et 2021, la prévalence, enfin, c'est le nombre de chats atteints, hein, du gène A31P ou de celle qu'on... Je sais pas du tout, j'ai pas regardé les autres races. Je suis cash, hein. Je vais pas dire ce que je pense, mais je sais pas s'ils ont aussi bien sélectionné, mais je pense que oui, hein, quand même. C'est pas un miracle, hein, une baisse de chiffres, comme ça. C'est un choix, c'est une hécatombe silencieuse aussi, hein. C'est des lignées entières qui ont été arrêtées net pour préserver les autres Maine Coon. Nous, éleveurs, tous ceux qui sont là ce soir, bah, vous avez sélectionné, on a, pardon, nous éleveurs, on a sélectionné, on a écarté, on a mis en place une stratégie mais qui peut sembler implacable et on n'a pas mis d'état d'âme, hein. Moi, je sais que j'en aurais aucun, ça m'est pas arrivé, mais j'aurais aucun état d'âme là-dessus. C'est juste de l'éthique, bah oui, sacrifier un de tes chats, mais pour sauver le plus grand nombre. Et c'est pour qu'au final, le cœur des Maine Coon continue à battre. Et c'est notre travail, même si ça peut faire très mal quand ça nous arrive. Donc parfois, le cœur, il ne prévient pas, il chute comme une étoile et ce n'est qu'après qu'on comprend que le feu ben, était déjà là. Ça, c'est pour la mort subite. On va parler du diagnostic et des suivis. C'est une de mes images préférées. J'adore ça. Donc en 2005, il y a eu création d'un test génétique, hein. On ne l'avait pas avant. Donc le test génétique vous donne 3 possibilités. Votre chat peut être homozygote sain. L'animal ne porte pas la mutation. Votre chat peut être NHCM hétérozygote et vous remarquez que je ne vous mets pas sain à côté d'hétérozygote parce qu'il ne l'est pas. L'animal porte une copie mutée du gène. Il a un risque faible à modéré mais qui est existant. Il peut être malade. Ensuite, vous avez le HCM. HCM, c'est l'homozygote muté. Il a 2 copies qui sont mutées. Vous avez un risque très élevé qui développe une forme sévère et souvent précoce de la maladie, hein. Alors, pourquoi faire des tests ADN? Bah, pour éviter les mariages à risque, hein, tout d'abord, c'est pour ça que ça a été établi. Évidemment, au départ, c'était pour éviter de marier B2 NHCM, tout simplement. Pour pas avoir trop d'homozygotes. En fait, au départ, ça a été fait pour ça. Ensuite, quand on a commencé... non, non, pas sur l'ADN, hein. Pas sur l'ADN. 2 parents sains ne peuvent pas sortir en HCM. Attention, je parle de l'ADN, c'est-à-dire uniquement pour la mutation qu'on connaît. Par contre, je rappelle qu'il y a des mutations qu'on n'a pas trouvées. D'accord? C'est là où c'est moins sympa, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir des chats sains parce que dans les tests génétiques, eh ben, on ne les teste pas parce que ben, tout simplement on ne connaît pas encore ce gène-là et avoir des HCM, hein. Bon, après l'évolution, moi, ça rend quand même, pour passer de 44% à 6%, ça donne quand même bon espoir, je pense. Il faut écarter les homozygotes et les hétérozygotes de la reproduction. Pourquoi? Parce que c'est de l'éthique, c'est de la longévité et c'est du bien-être pour l'animal. Il faut,
Ça permet en fait d'éclairer une stratégie du monde de l'élevage pour le Maine Coon, d'intégrer ou non des porteurs hétérozygotes, ça c'est votre choix, selon le phénotype, la généalogie et la santé. C'est-à-dire, quand je vous dis ça, on peut comprendre si on a un chat exceptionnel de vouloir le reproduire, mais, parce qu'en fait, beaucoup vont se justifier sur ça, qu'il est exceptionnel. Mais voilà. Non, c'est Essaïn, Dadou. Alors, est-ce que c'est utile, si les parents sont NN, de faire les tests sur les chatons? Non. Si les parents sont génétiquement NN, le chaton sera NN. Ça va? Ça marche ça? C'est une mutation dominante autosomique, elle ne peut pas apparaître spontanément. En fait, si voilà, vous gardez un chat, ben, quand vous gardez un chaton dans votre élevage de parents NN, automatiquement le chaton sera NN. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire les tests. Il suffit de produire les tests des parents pour ce chaton-là. Ça n'apparaîtra pas de façon spontanée. Là, vous pourrez refaire, c'est si jamais il trouve un autre gène muté, en fait. Hein. OK? Ce qui module l'expression de la HCM chez le chat. Alors, certains gènes sont plus bavards que d'autres, on va dire ça comme ça. Vous pouvez avoir deux chats atteints de A31P qui peuvent n'avoir ni le même moment d'apparition, ni la même forme, ni la même sévérité de la. En fait, voilà, vous pouvez avoir sur un même gène autant d'expressions possibles que d'animal. Vous n'aurez pas systématiquement la même chose à chaque fois. La présence de variants modificateurs. Alors ça, oui, on le sait qu'il y a des variants modificateurs. Ce sont des gènes secondaires qui sont derrière le A31P, qui vont entraîner eux-mêmes la maladie, mais vont moduler l'expression de la maladie. Ils sont encore très mal connus chez le chat, mais ils sont bien documentés en médecine humaine, et donc on peut, à partir de la médecine humaine, extrapoler et penser qu'on a à peu près la même chose chez le chat. Et quand on observe toutes les formes de HCM, c'est ce qui se passe. Hein. Le terrain de vie, la reproduction, la croissance et le stress. Ça, on n'en parle pas assez. Merci. Merci Serenity. Angel, pardon. Ou Aurélie d'ailleurs, pardon. Le terrain de vie, la reproduction. Elle a arrêté de tapoter du coup. Le terrain de vie, la reproduction, la croissance et le stress. Ça, c'est ce que je vous ai parlé vite fait tout à l'heure. Vous, vous êtes responsable de vos chatons de la naissance à leurs 3 mois. Vous ne pouvez en aucun cas être responsable de ce qui se passe après. Et la croissance trop rapide avec une surcharge pondérale extrême peut faire que le cœur en pâtisse. La gestation multiple ou précoce, épuisement du métabolisme, vos femelles, comment vous les faites porter, à quel rythme. Je veux dire, ça, ça fonctionne. Enfin, pour les éleveurs qui font du je ne sais combien de portées en très peu de temps sur leur femelle. Hein. Un stress chronique, alors ça c'est plutôt aux éleveurs que ça s'adressait les deux premiers. Un stress chronique, ça peut arriver à tout le monde. Un chat qui n'est pas bien pour X raisons, ça va provoquer des perturbations hormonales, une inflammation et donc des fibroses. Des nutritions carencées. Le chat ne synthétise pas la taurine, donc il est très important que la taurine soit présente dans son alimentation. Bien faire attention à ça. Donc ça va faire des mauvais développements des fibres myocardiques. Hein. Donc tout ça, c'est important. Là où l'adoptant, en fait, peut jouer, c'est... enfin, la vie chez l'adoptant peut jouer sur l'apparition d'une HCM non génétique, je le précise. Ça va être le stress chronique et la nutrition carencée. Hein. Ça, vous pouvez en aucun cas, vous, éleveur, en être responsable. Pourquoi on fait des échographies cardiaques? Pourquoi? Parce que ça permet de voir le cœur en temps réel, de mesurer l'épaisseur du muscle cardiaque, hein,
surtout le ventricule gauche, de visualiser la contractilité et la souplesse des parois en même temps, ce que le cardiologue fera en fait, détecter des souffles ou des zones hypertrophiées ou des anomalies valvulaires, parce que c'est pas tout, mais vous pouvez avoir des autres anomalies qui peuvent entraîner, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec la stéose aortique, qui peuvent entraîner une HCM derrière. Donc ça, c'est un cardiologue et une échographie qui le verra. En général, une stéose aortique, vous entendez un souffle hein, quand même. Elle est indispensable au suivi du Maine Coon reproducteur et même du non-reproducteur, j'aurais dû le mettre, même si le test ADN est négatif et même s'il n'y a pas de symptômes visibles, je le répète. C'est la seule qui va vous dire comment va votre animal au niveau du cœur. C'est la seule chose. Hein. Là, je vous ai mis ce que je vous disais tout à l'heure, le petit tableau qui récapitule les bonnes mesures lorsque vous faites une échographie cardiaque à votre animal. Ça, c'est plus un mémo pour vous après. Hein. Donc l'ADN, il permet de chercher les mutations, mais il ne voit pas l'apparence du cœur, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est pour ça qu'il faut faire les deux. En fait, l'écho, ça montre le muscle, mais ça ne détecte pas les mutations. Donc on voit bien qu'en fait, l'ADN et les échographies, ce sont deux examens absolument complémentaires. Je le répète. Donc on ne joue pas au dé avec le cœur d'un chat. Ça, c'est ce qu'il faut souvent retenir. Il ne faut pas renacler. Hein. Si on devenait riche avec l'élevage, ça se saurait depuis longtemps. Et moi, j'aurais une Porsche Cayenne devant ma maison. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de Porsche Cayenne. J'ai juste une Ford Mustang. Je rigole, évidemment. Voilà. Je reprends mes notes parce que ça, je ne suis pas... C'est des recherches récentes. Toi, tu as une 2 chevaux. Et ça coûte cher maintenant, les 2 chevaux. Il y a des avancées récentes qui ont été faites sur la HCM qui donnent plutôt... il faut voir ce que ça donne sur du long terme, mais ça donne quand même des... Là, je vous ai mis des coupes de cœur. Hein, donc là, vous avez une désorganisation myocardique avec des fibroses interstitielles et des vaisseaux comprimés. Ça, vous verrez quand vous prendrez les PDF. Hein. C'est plus pour vous donner plus de matière. Hop. Ce qu'on a. Alors là, je vais vous montrer que la recherche avance, que des solutions commencent à émerger hein, contre la HCM, mais qu'elles n'effacent pas le poids de la sélection. Loin de là. C'est pas parce qu'on va commencer à trouver des médicaments qu'il faut arrêter de sélectionner. Loin de là. Il faut surtout continuer de sélectionner. On aura juste des médicaments pour aider en fait. Ça éclaire, ça donne en fait un espoir, ces médicaments. Hein. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir la rapamycine. C'est un immunosuppresseur qui est testé chez les humains et qui maintenant commence à être testé chez le chat. L'effet potentiel sur la réduction, il a un effet potentiel en fait sur la réduction de l'hypertrophie du cœur. C'est le projet RAPACAT qui est en cours à l'université américaine de Caroline du Nord. Et ça, c'est super intéressant. Ce sera, en fait, l'objectif, c'est de prolonger la phase subclinique. Donc, vous voyez, en fait, on parle de chat atteint. Mais plutôt que disons que ça va agir sur la première phase pour que cette première phase de HCM dure plus longtemps et que l'animal puisse avoir une durée de vie un petit peu plus longue. Ça ne le guérira pas, hein, soyons clairs. Ça va juste lui donner un petit peu plus de temps. C'est pas un remède, c'est un bouclier qui est fragile, temporaire. Mais pour un chat, 6 mois de vie en plus, c'est une éternité gagnée. Alors pour le chat, oui, mais pour l'adoptant aussi, ça peut lui permettre de mieux voir les choses, de mieux anticiper ou de mieux accepter le fait que son animal est malade et va décéder. Ça, c'est important. On a des biomarqueurs aussi qui commencent à prédire quand une HCM va arriver sur un chat qui est non porteur. Ah, c'est vrai? Oui, c'est un, immunosuppresseur, hein, donc oui, effectivement, ça doit agir
Ça doit agir sur le système immunitaire. Tu sais s'il y a eu des... sur les virus? Il faudra que je regarde, tiens ça. Valérie? Oui, voilà, c'est ce que j'ai... Ouais, c'est pour ça que je t'ai parlé virus. Ok, ça c'est intéressant. Il faudra que je lise plus alors. Là, j'ai lu superficiellement, mais il faudra que je lise plus l'étude. Ça, c'est intéressant. C'est Nathalie. Tu vois ce qui est en train de se dire là? Je ne sais pas si ça peut. Donc, toi, tu dois te noter le médicament, le rapamycine. Je crois il va arriver dans pas longtemps sur le marché français. Je crois. Ça peut être intéressant. Donc, on a des biomarqueurs qui ont commencé à être trouvés, qui détectent une surcharge du cœur assez rapidement et qui peuvent aider à identifier des animaux subcliniques plus tôt. Ça, c'est plutôt pas mal aussi pour les cas de HCM qui ne sont pas génétiques, hein, pour les cas secondaires. Et après, on a plusieurs mutations qui ont été trouvées quand même assez récemment, entre la A31P, pardon, la R820W. Ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres encore qui ne sont pas encore connus, mais qu'un jour peut-être, on ne testera plus un gène, mais un profil et on éliminera encore plus de chats qui peuvent déclencher des HCM et on adaptera notre sélection par rapport à ça. Ça, il faut rester ouvert là-dessus. Il ne faut pas hésiter à lire. Je vous rappelle qu'être éleveur, c'est lire énormément, c'est s'intéresser aux dernières recherches. Mais ce jour, pour l'instant, il n'est pas encore là. On n'a pas toutes les réponses pour l'instant, mais c'est pour ça qu'il faut vous tenir au courant. Ne pas hésiter à vous abonner à des revues vétérinaires, hein. Ça vous permet d'avoir, alors il y aura des sujets qui ne vont pas vous intéresser, mais ça vous permet quand même de voir pas mal de choses et de vous tenir au courant des dernières avancées. Ça, c'est vraiment très très important. Est-ce qu'il existe d'autres gènes en cours de détection chez le Maine Coon? Oui, des recherches sont actuellement en cours pour identifier d'autres mutations que la A31P. Certains chats atteints de HCM sont NN pour A31P, ce qui suggère, vous avez bien les oreilles ouvertes, que soit on a des mutations inconnues à l'heure actuelle, soit il y a une implication de modificateurs génétiques, soit on est en face d'une HCM secondaire non génétique liée à des pathologies ou à des conditions de vie. Sont actuellement en cours de recherche la MYHC7, la TNNT2, la TNNI3. Ce sont des gènes qui sont impliqués chez l'humain, qu'on commence à chercher chez le chat. Ce sont des biomarqueurs d'expression et de voie épigénétique. Ça veut dire que si on trouve ces gènes chez le Maine Coon, il faudra recommencer les tests sur tous nos chats reproducteurs pour intégrer tous ces nouveaux marqueurs. Ça aussi, il faut en être conscient. À chaque fois qu'un test arrive, il faut retester tous vos animaux. Et ne pas hésiter à sortir s'il y en a un qui présente une hétérozygosie ou une homozygosie. Pour l'instant, le test A31P est bien le seul sur le marché. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'il y en avait deux. Absolument pas. Il n'y a pour l'instant qu'un seul test pour une seule mutation. Ça marche pour vous? Non, mais souvent, c'est des médicaments pour humains hein, qui partent chez le chat. Je crois que le GS... oui, madame. Le GS44, c'était un médicament pour humains à l'origine, hein. On a fini pour la HCM. Je vous fais vite fait ma conclusion. Nous avons éteint une partie du feu, mais le brasier couve encore, comme vous l'avez compris. Si l'ADN est une prophétie, alors la médecine est une tentative d'en changer la fin. Nous, éleveurs, nous sommes les scribes, les gardiens et parfois les bourreaux involontaires. Pourquoi les bourreaux involontaires? C'est quand on doit sacrifier nos reproducteurs parce qu'ils déclenchent une HCM ou parce qu'on a trouvé un nouveau gène et qui deviendra positif. La science avance, mais la responsabilité, c'est nous, éleveurs, qui l'avons. Ce ne sont pas les scientifiques. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté.
Je vous mets mes petits camemberts qui étaient trop beaux, hein. Donc en 2005, en camembert, vous voyez bien quand même le travail qui a été fait par les éleveurs. Vous avez en 2005, en fait, hop là, je me mets avec vous. En 2005, donc en orange clair, j'y vois rien du tout, c'est trop tard. En orange, en orange clair, c'est les hétérozygotes. En orange foncé, c'est les homozygotes. En vert, c'est les chats qui n'ont rien. Donc vous voyez bien que le travail quand même des éleveurs entre 2005 et 2021 a quand même été formidable et assez extraordinaire. Et voilà. Ça aussi, quand les éleveurs font des trucs super bien, faut le dire aussi quand même, hein, parce que la plupart travaillent bien. Et c'est pas pour quelques-uns qui font de la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'il faut condamner tous les éleveurs. Là, c'est les chiffres en 2015, donc vous voyez que bon, ça avait déjà fait de moitié. Et vous voyez par rapport à 2021, c'est quand même... voilà. Il y a une très belle avancée. Et ça, c'est uniquement les éleveurs qui ont joué là-dedans. Et personne d'autre. Merci à vous. Résultat du sondage, je ne m'en rappelle déjà plus. C'était quoi? Donc on fait en 2 fois, c'est ça? Ouais, on fait en 2 fois, je crois, il me semble. Donc du coup, bah, mardi, on redémarre avec les souffles cardiaques. Vous verrez qu'il y en a quand même... Oui, en 2 fois sur TikTok, du coup. Je vois que Angel a suivi, contrairement à moi. Merci Dadou. Donc du coup, ce sera en 2 fois. Donc mardi soir, on aura la partie souffle cardiaque et jeudi soir, on aura tout ce qui est PKDF SMA.